صباح الخير, أهلا وسهلا بالجميع, bonjour ou bonsoir. La rencontre aujourd'hui va se porter sur l'explication de deux concepts qu'on trouve énormément sur les réseaux sociaux. Donc, le nom de Korogli d'abord, puis de Abid al-Bukhari. وأوسي سأتكلم عن مصطلح المسبلين ou les volontaires de la mort. Donc, restez avec moi pour la suite de la vidéo pour voir les explications d'abord historiques que je vais ramener. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vous expliquer le concept de deux noms qui sont apparus d'une manière très bouillonnante sur les réseaux sociaux. Donc le premier mot c'est Korogli, donc je vais expliquer d'où vient ce nom-là et sa définition, si j'ose dire, ou sa véritable définition. Donc ce nom-là est apparu durant la régence d'Alger, ou le royaume d'Alger, ou la République d'Alger, puisque c'est ces trois noms qu'on retrouve dans les livres d'histoire et dans les nombreux traités entre l'Algérie de l'époque et les nations occidentales. كما نعرف جميعا كلمة كوروغلي هي كلمة عثمانية أخرجت من سياقها وأعطى لها معنى آخر. ظهر في وقت الآلية الجزائرية أو المملكة الجزائرية أو الجمهورية الجزائرية. هذه الأسماء الثلاثة الموجودين بكثرة في كتب التاريخ والمعاهدات الكثيرة بين الجزائر وبعض البلدان الغربية. Donc, les Korogli étaient un groupe social, donc ici de mariage mixte, je dis bien mariage, que ce soit en Algérie, Tunisie ou en Libye. Donc, Korogli commencé est d'origine ottomane, il s'écrit exactement comme il est indiqué sur l'écran. Et il y a plusieurs définitions. Donc, la première définition qu'on trouve, et que c'est celle-là qui est la plus utilisée, alors que c'est la plus erronée, c'est fils d'esclave. Or, le Korogli n'est pas un fils d'esclave, car comme nous le savons tous, c'est une personne qui est née d'un mariage mixte, mariage légal, ou zawaj shar'i ibn, zawaj shar'i ben muslim ou muslima. Et on sait qu'à cette époque-là, le variant religion est très important, il l'emporte sur le variant identitaire ou la nationalité de la personne. Donc, si nous revenons aux premiers mariages mixtes qui se sont passés à l'époque, nous allons trouver d'abord Khaireddin Barbarouz qui a épousé une jeune fille de Djidjel et dont son fils Hassan Pacha va devenir plus tard un dey d'Alger. Et cela nous montre très bien que Khaireddin Barbarouz et la femme djidjelienne n'étaient pas des esclaves et leur fils n'est pas esclave non plus. Ce sont des personnes tout à fait libres, nées sur une terre libre et qui sont algériens, qui vivent, qui ont. Comme Khaireddin Barbarouz n'est pas d'origine ottomane, il est de Lesbos, mais il est devenu musulman et il est devenu algérien par la suite. Nous avons aussi un autre cas très intéressant de ces mariages mixtes, c'est Ali Betchin, que nous connaissons tous, puisqu'il nous a laissé une très belle mosquée qui se trouve actuellement à la place des Martyrs d'Alger, et qui lui aussi a épousé une Algérienne et par ricochet, Ali Betchin était un amiral de la marine algérienne, il était désigné ainsi par la Taïfa des Raïs, donc des corsaires. Il avait épousé la fille, la princesse de Koukou, la fille du roi de Koukou, qui était un royaume indépendant de l'époque qui se trouvait en Kabylie, et Ali Betchin avait sa garde principale, sa garde prétorienne, comme on disait à l'époque, qui venait exclusivement justement du royaume de Koukou. Nous avons aussi le fameux Hussein Dey, le dernier Dey d'Alger, qui était marié avec Fatima, la sœur de Khdaouj el-Amia, qui est connue dans la Kasbah d'Alger, qui a toujours Dar Khdaouj el-Amia dans ces lieux-là, et qui était une Algérienne aussi. Et donc, on voit à peu près que les mariages, c'était vraiment de l'élite. Khdaouj el-Amia était la fille de Hassan Pacha, qui était trésorier du Dey ottoman de l'époque.
Et j'insiste que c'était des mariages de l'élite hein, avec des Algériennes, car les simples soldats n'avaient pas le droit de se marier, sinon ils perdaient certains droits de leur caserne, comment dire, entre guillemets, donc qui concernent la ration, le pain, etc. Et ainsi, nous ne pouvons pas qualifier les enfants de Korogli d'enfants d'esclaves, ni d'enfants de bâtards, comme on le dit. C'est très quand même fâcheux qu'on utilise un concept sorti de son origine pour justement insulter d'autres personnes et donc Korogli c'est un nom qui n'est pas un nom entre guillemets honteux, pas du tout, et les Algériens ne sont pas tous des Korogli non plus. On sait qu'en 1830, d'après les statistiques, il y avait à peu près sur la population algérienne à peu près 1500 familles de mariage mixte, incluant les mariages qui n'étaient pas avec des hommes d'origine ottomane, mais des musulmans d'autres origines. Comme on le sait, la plupart des taïfas, des raïs ne sont pas des ottomans, mais ce sont des personnes qui se sont, des Européens qui se sont islamisés. De ce fait, on peut résumer donc rapidement que les Korogli sont les serviteurs de l'Empire ottoman, donc des fonctionnaires de l'Empire ottoman ou des soldats. Ils sont nés de mariages mixtes entre musulmans et musulmanes, et le mariage légal. Et les Korogli avaient personne. On voit ici un petit extrait d'un livre qui l'explique. Les Korogli étaient des personnes très instruites et surtout ils maîtrisaient beaucoup de langues. De ce fait-là, on le retrouve beaucoup dans le métier d'interprète de l'époque, donc de torjman, comme on disait. Ils maîtrisaient aussi bien l'arabe que le turc que le berbère. Aujourd'hui, en Algérie, nous avons une descendance effectivement de ces mariages mixtes qui sont algériens et nous en sommes très fiers. Nous avons le miniaturiste Omar Rassim, nous avons Missali El Hadj, par ailleurs le dernier bey, donc le bey de Constantine aussi était né d'un mariage mixte. Nous avons le grand Mahieddine Bachtarzi que nous connaissons tous, acteur et chanteur. خرجونا ما أصبح ربي ما رفد بنادم حتى حاجة يخرجهم ربي على عقولهم. Si je me souviens bien, bah oui, Salim El Hilaili aussi. Salim, le grand chanteur connu pour être un chanteur juif, est né lui aussi, où ses origines, donc on remonte, c'est aussi issu d'un mariage ottoman-algérien, mixte, et enfin, etc. Mais ceci dit, si on revient un peu aux statistiques, la population, les enfants nés de mariage mixte, cette population ne représente que 2% de la population algérienne, et que même à l'époque, en 1830, il y avait 1500 à peu près de familles issues de mariage mixte sur l'ensemble de la population algérienne. Donc c'est très clair là, les Korogli ne sont pas, ce n'est pas un nom honteux qu'on l'utilise pour s'attaquer à des personnes, c'est un nom clair, précis, qui était apparu à cette époque-là, je crois qu'il n'y a pas lieu je ne sais pas comment expliquer ce genre de comportement en tout cas. Oui, j'avais oublié au début de mentionner que le nom Korogli ne s'adresse pas aux filles, il s'adresse uniquement aux garçons. Donc, quand vous me dites Koroglia, je vous rappelle que le nom n'existe pas. Oui, je rigole, c'est pas grave. Le nom existe uniquement pour les garçons. Pour les garçons parce que je sais que peut-être qu'ils vont eux aussi devenir fonctionnaires ou l'élite dans l'armée, etc. Ceci a fait réagir les Algériens qui ont ressorti le concept de Abid el-Bukhari. Et on va voir maintenant qu'on a fini avec les Korogli, on va voir un petit peu Abid el-Bukhari. Donc, Abid el-Bukhari veut dire littéralement les esclaves de Bukhari. C'est une armée constituée d'Africains noirs, principalement du Sénégal. C'est une armée qui est apparue non pas à l'époque, comme certains le pensent, du sultan Ismaïl, mais plutôt
du sultan almoravide Youssef Ben Tachfine. C'est lui le premier qui a constitué une armée de Noirs pour faire une garde d'abord royale, après s'étendre à une armée plus globale. Cette armée-là a disparu un petit peu entre l'époque justement de Youssef Ben Tachfine et de Sultan Ismaïl. La plupart se sont dilués dans la nature, ils ont épousé des autochtones, ils se sont installés. Quand quand le Sultan Ismaïl a pris le pouvoir, il craignait pour sa vie, il craignait parce qu'il avait constamment comment dirais-je, des rébellions de la population berbère. Donc il a entendu parler de cette armée de Noirs et il est parti dans cette idée-là, donc rechercher déjà les descendants de ces esclaves entre guillemets qui sont restés vivre dans le royaume de Marrakech et de Fès. Ismaïl avait fait jurer à ces soldats noirs qui le serviraient à des dévouements sur l'exemplaire d'Al-Bukhari et non sur le Coran. Et de ce fait-là, il y a plutôt aussi une autre explication qui est avancée, qu'il leur avait offert à chacun un exemplaire d'Al-Bukhari afin qu'ils comprennent exactement c'est quoi le rôle, et le rôle c'était de servir avec dévouement leur sultan. Cette armée était un peu sa principale garde, comment dire, prétorienne, mais notamment elle allait combattre aux frontières, elle allait combattre. Elle avait deux ennemis au fait. Elle avait les berbères, les populations berbères qui se révoltaient. Il avait la région qui gardait les frontières, parce que nous savons tous que les sultans du Maroc, à un moment donné de cette époque-là, ont tous essayé ils sont tous pénétrés sur le territoire algérien en voulant accaparer certaines villes, ce qui fait qu'il y avait constamment des confrontations militaires sur les frontières, et cette garde de soldats noirs était justement mise en avant dans ces confrontations de guerre et de guerre. Le sultan Ismaïl avait enfreint la loi musulmane, comme je l'expliquais plus haut pour les cologlis, qu'un musulman ne peut pas asservir un musulman, parce qu'un musulman est libre et automatiquement, même s'il est esclave. Le sultan Ismaïl va enfreindre cette loi, puisqu'il va enrouler, c'est-à-dire il aura des esclaves, que ce soit des personnes qu'il ramène de l'Afrique noire, du Sénégal, ou des personnes locales, ce qui lui avait à l'époque créé quelques problèmes internes avec des notables et avec sa propre cour sur cette histoire d'esclavage qu'il a réanimé en quelque sorte. Ce projet allait tellement fonctionner que le sultan Ismaïl va aller plus loin, puisqu'il va marier les soldats noirs avec des femmes qu'il va ramener notamment de l'Afrique, ou des femmes locales, et leurs enfants sont automatiquement mis à sa disposition. Si c'est des garçons, ils sont inclus dans l'armée. Si c'est des filles, ils travaillent automatiquement chez lui, dans ses palais, pour servir ses femmes et pour servir son harem. Donc des filles qui sont des esclaves dès leur naissance. L'apogée, Abid al-Bukhari était entre 150 000 et 200 000 hommes. Donc la différence, on la voit claire ici, entre les enfants nés de mariage mixte, les cologlis qu'on appelle impuniment, qu'on appelle les fils ou le fils de l'esclave, et les enfants nés des unions des Abid al-Bukhari, qui sont nés de parents esclaves et qui sont eux-mêmes esclaves. Et la mort du sultan Ismaïl, cette armée s'est désagrégée. Certains sont devenus des brigands, d'autres se sont installés dans d'autres villes. Les dirigeants ou les rois les sultans qui sont venus après, ils ont tenté de ressusciter cette armée-là, mais ça n'a pas marché et elle a complètement disparu au 19e siècle.
Ce n'est qu'en 1956 que le nom de la garde noire a changé pour la garde royale marocaine. Bien sûr, elle n'était pas constituée de fils de ces soldats esclaves noirs. Les descendants de la garde noire ont toujours travaillé comme domestiques dans les palais des sultans. C'est une possession qui se transmettait de père en fils. Ici, nous avons vu les deux concepts de Korogli et de Abid al-Bukhari qui sont des concepts tout à fait différents, vraiment très différents, parce que les uns c'était vraiment de l'esclavage et les autres non. L'histoire, elle est claire et unanime sur cela. Nous allons arriver, que j'ai introduit un petit peu pour expliquer le Moussabilin aussi, puisque nous sommes dans les mêmes concepts de combat, de lutte et d'armée. Bien, Abid al-Bukhari, Korogli, Janissaire, les Kishariyin, on arrive à le Moussabilin, ou les volontaires de la mort. Et ça, c'est un nom donné à beaucoup de révolutionnaires algériens depuis l'époque de des premières insurrections à partir de 1845, toutes les révolutions là, on a eu beaucoup. À chaque fois, on a eu des volontaires de la mort, comme le cas le plus, lequel on focalise le plus, c'est l'époque de Lella Fatman Sommer, qui avait combattu aux côtés du Cheikh Boubarla et qui, à sa mort, avait pris la tête des troupes donc pour continuer le combat contre les Français dans la région de la Kabylie. En 1849, et les personnes qui se sont jointes à elle pour combattre, on les a appelées, dans l'histoire, quand on revient, on les a appelés les volontaires de la mort, puisqu'on sait très bien qu'à cette époque-là, les insurrections, les rébellions algériennes étaient très limitées par le nombre de personnes et surtout par l'armement face à une armée des plus difficiles de l'époque ou des mieux armées de l'époque. C'était quand même l'armée de Napoléon. Donc on appelait les Moussabilin, donc les volontaires de la mort qui allaient combattre aux côtés de Lella Fatman Sommer. C'est un nom que nous allons retrouver durant plusieurs insurrections de l'Algérie contre les troupes françaises, et surtout qu'on va les retrouver surtout durant la guerre d'Algérie, donc de 1954 à 1962. Durant là, le mot Moussabil ou Moussabilin va prendre toute sa dimension. Et j'arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça a été instructif. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer d'agréables moments et de profiter au maximum de votre temps. Merci et à très bientôt.